Chers élèves, bonjour. Alors voilà, a priori je ne vous reverrai pas en physique avant l'année prochaine si on se revoit. Et donc, nous on continuera en continuité pédagogique, c'est-à-dire à distance, puisque vous viendrez 1 ou 2 jours dans la semaine, je sais plus trop. Et ce jour-là, c'est pas prévu que moi je vous vois. Donc je vais vous faire cours encore à distance pour apprendre plein d'autres trucs. Et on va d'abord finir notre thème 3 d'histoire pour attaquer le thème 4 et être accord avec la suite du programme, et notamment parler de la Première Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, nous allons attaquer la partie 2, et la partie 2, c'est vivre à Alger au début du XXe siècle. Alors, introduisons rapidement cette partie. On est en 1830, et la colonisation de l'Algérie s'amorce. Et elle s'amorce notamment par la conquête de la ville d'Alger. Et en fait, la prise d'Alger, elle va avoir des répercussions sur la structure urbaine de la ville, mais aussi sur sa structure sociale. Et ça, c'est ce qu'on va voir. Et pour nous plonger dans Alger, je vous invite à une lecture. On va lire un texte qui a été publié dans le Gaulois, qui a été écrit par un auteur que vous avez étudié en littérature cette année, en lettres, qui est Guy de Maupassant, et donc il écrivait le 25 novembre 1888 à propos de son arrivée à Alger. Nous approchons. Alger semble une tache blanche aperçue à l'horizon. On distingue d'abord la ville française avec ses arcades, ses hautes constructions percées de grandes fenêtres, puis, au-dessus, s'étage la ville arabe, une agglomération de murs, d'un blanc de lait, luisant ou bleuâtre, invraisemblablement clair sous la lumière aveuglante du jour. Alors cette description par la mer, c'est celle de l'arrivée des colons. Les colons qui arrivent par la mer, les Européens qui traversent la Méditerranée pour se rendre à Alger. Voilà pourquoi le document d'accroche est une peinture de Gustave Linot qui prend cette même perspective. Alors le cours va se développer en 2 parties. D'abord, nous parlerons d'Alger en tant que ville coloniale, et puis nous verrons ensuite qu'Alger est une ville plurielle. Alors, c'est parti. Grand A, Alger, une ville coloniale. Alger, virgule, une ville coloniale. Et parce qu'on est dans la partie qui invite fortement à étudier les documents, puisque le jour du bac, elle pose sur des documents, nous allons nous lancer dans un travail en autonomie. Je vous invite à répondre aux questions 1, 3, 4 et 5, page 101. Voilà, donc comme on est dans un travail en autonomie, l'idéal c'est de mettre pause, de répondre aux questions, et puis on se retrouve ensuite. Voilà, donc vous avez traité ces questions. On se demandait d'abord quelles sont les différentes périodes d'extension de la ville d'Alger, dans quelle direction s'est-elle étendue. Alors, quand on regarde d'abord la carte, on peut noter qu'en fait, le développement d'Alger, il existait avant le 19e siècle. La ville, elle existe déjà. Il y a déjà une ville qui est présente. Et puis ensuite, elle va connaître une deuxième extension après l'arrivée des Européens en 1830. Et puis à partir de 1914, la ville va continuer, elle aussi, à s'étendre. Donc on a une extension de la ville, à proprement dite, qui est représentée sur la carte en vert. Et puis on a une extension également du port. La partie qui va permettre de relier la ville au reste de la métropole, enfin au reste de la France, entre guillemets, de l'autre côté de la Méditerranée. Et on se rend compte que cette ville va notamment s'étendre au nord et au sud de l'ancienne ville centrale, le long principalement du littoral, et on peut noter qu'on a même une gare à cet effet. On va y revenir. Question numéro 3. Quelles sont les conséquences de la présence française en termes de démographie ? Eh bien, quand on regarde notamment les 2 courbes du document 3, eh bien, on se rend compte que très rapidement, à partir de 1835, on a un nombre d'Européens qui égale le nombre d'Algériens, un nombre d'Algériens qui va d'abord diminuer de 1830 à 1840, et puis il va réaugmenter, mais il va rester très inférieur au nombre d'Européens qui sont présents dans cette ville. C'est-à-dire que cette ville devient une ville européenne avec une population algérienne, une population autochtone, entre guillemets, qui est de plus en plus minorée,
par rapport à la population européenne. C'est-à-dire que cette ville, elle est appropriée par les colons qui vont en faire la leur. Cette idée, c'est Alger, c'est la France, et il y a plus de Français que d'Algériens. Ce qui est vrai à Alger, et qui voulait être généralisé à l'ensemble de l'Algérie, ne le sera pas. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle la population européenne devrait dépasser la population algérienne partout en Algérie, ça sera vrai uniquement à Alger et dans les villes de la côte, mais ça ne sera pas du tout vrai sur la totalité de l'Algérie qui est divisée en 3 départements, j'y reviendrai. Question numéro 4. Quels sont les aménagements réalisés? Alors les aménagements réalisés sont de plusieurs types. D'abord, on a des aménagements de transport. En tout premier lieu, le port. Pourquoi? Parce que le port, c'est le lien direct avec l'autre côté de la Méditerranée et la France. Donc on a un développement du port, un développement pour des raisons économiques, avec des échanges de marchandises, mais aussi pour des raisons de transport de passagers, à une époque où on ne voyage pas encore par avion. On va commencer à utiliser l'avion au XXe siècle, enfin au début du XXe siècle, pour des déplacements et du courrier notamment, et puis petit à petit ça généralisera. Alors là, je vous invite à lire des bouquins par exemple sur Mermoz ou Antoine de Saint-Exupéry, mais on en fait un petit bond dans le temps, qui reviennent sur tout ça, et qui ne sont pas directement au programme ici. Quoi d'autre? Alors dans la ville, on a aussi des transformations d'urbanisme. Alors on parlait des transports. Alors en plus du port, il faut ajouter les chemins de fer et les tramways, qui vont permettre de relier la gare et le reste du littoral algérien, avec une ligne de chemin de fer, notamment en 1860, qui est ouverte, qui va relier Alger à Blida. Et puis seront développés des tramways. Et puis dans la ville en elle-même, on va créer des boulevards, une place à l'européenne. Et puis au loin, on a l'ancienne ville algérienne qui est de plus en plus repoussée sur la colline, entre guillemets, sur l'arrière pays du littoral. Donc on est sur ces transformations. On se demandait enfin à quels objectifs y répondre. Eh bien, il y a des objectifs qui sont d'une part économiques, avec le développement du port, et puis il y a des objectifs politiques. Quand on construit la statue du duc d'Orléans, quand on construit le palais d'hiver, quand on construit la place du gouvernement, il y a cette volonté d'avoir une représentation du pouvoir de Paris, entre guillemets, sur le territoire algérien, dans Alger, qui n'est pas une ville comme les autres par rapport à l'Algérie et par rapport à l'Afrique du Nord. On y revient. Voilà, ça c'était pour répondre donc aux 5 questions qu'on se posait. On revient dans la partie cours, et donc on peut noter plein de choses déjà. On peut noter qu'au moment de la colonisation, Alger, c'est une ville qui a déjà été formatée, et notamment par l'Empire ottoman. Rappelez-vous, l'Empire ottoman, le monde arabe, ce qu'on appelle parfois un peu trop hâtivement le monde arabe dans les manuels scolaires, qui en vérité, monde arabe, c'est un mot valise pour parler d'une diversité de situations, parce que l'influence turque, entre guillemets, sur la ville d'Alger, elle a déjà eu cours. Reste que la domination coloniale, on peut l'identifier dans l'urbanisme. La domination coloniale ici, européenne. Le développement du port, on l'a déjà vu, c'est ce qui va servir d'interface entre les rives nord et sud de la Méditerranée, et donc c'est un outil majeur, incontournable pour la puissance coloniale. Et puis le tramway, le train va assurer la circulation entre le nord et le sud de la ville, le long de la côte. Le long de la côte, c'est l'axe par lequel va se développer la ville. Il y a la colline à l'arrière, il y a déjà la Casbah, et donc par où va s'accroître cette ville? Va s'accroître en longueur le long du littoral. Je vous invite maintenant à prendre le document 1 de la fiche. Donc à prendre la fiche sous vos yeux. Le document 1 de la fiche, c'est aussi la diapositive 1 pour que vous puissiez vous y retrouver, que vous ne soyez pas perturbé. En fait, on a un tableau ici. Un tableau qui a pour titre une composition ethnique variée, qui a été établi à partir de données de Charles de Galland, récoltées de 1851 à 1923. C'était le maire d'Alger. Et donc ça a été publié dans Alger, une promenade à travers la cité en 1912. Et
il fait une division, c'est-à-dire qu'il opère des identifications de type ethnique et l'évolution de cette population. Donc, il y a les Français d'origine, entre guillemets, à ses yeux, donc ils étaient 50 000 en 50 996 en 1906, 57 730 en 1911, les Israélites, qui passent de 12 000 à 13 000, les étrangers naturalisés, 26 000 à 28 000, les Espagnols, 12 000 à 14 000, les Italiens, de 7 000 à 8 000, les Maltais, de 865 à 914, les étrangers divers, de 1652 à 2030, et les indigènes, de 33 250 à 37 821, et puis la population dite comptée à part, 8 769, 10 071. Alors, on se rend compte ici que finalement c'est un patchwork, le mot est peut-être un peu malheureux, mais il y a une diversité de personnes d'origines diverses qui habitent à Alger. Alors, il faut relier à tout cela le décret Crémieux, on y reviendra, qui date de 1870, c'est le petit paratexte qui accompagne ce tableau, qui nous explique ici que le décret, il va accorder, à partir de 1870, la citoyenneté française par naturalisation aux Israélites, entre guillemets indigènes d'Algérie, et aux étrangers européens, ce qui fait qu'en 1911, les citoyens français sont des Français d'origine, les Israélites et les étrangers naturalisés. Bon. Qu'est-ce qu'on peut noter, nous, ici, dans nos cahiers? C'est que la Troisième République, avec la Troisième République, à Alger, on a une arrivée de plus en plus importante d'Européens. En fait, Alger devient un lieu de migration. Alger, c'est une sorte de tête de pont d'une colonie de peuplement. L'idée, c'est que l'Algérie soit peuplée par des Français. Leur tête de pont, notamment parce que ça va être une capitale économique et coloniale, dans le sens politique. Il y aura une préfecture à Alger pour la colonisation de l'Afrique du Nord. C'est donc une tête de pont, un point stratégique, on prend ce point-là, puis à partir de là, on étend le projet. Une tête de pont donc d'une colonie de peuplement. Pourquoi ? Parce que dans l'esprit des responsables politiques, Alger, comme l'Algérie, c'est la France. En fait, l'Algérie va être divisée en 3 départements, dont notamment celui d'Alger. C'est-à-dire que cette division en départements fait que quand vous êtes en Algérie, comme vous êtes à Alger à l'époque, vous êtes en France, vous n'êtes pas dans une colonie. Les 3 départements, ils vont dépendre du ministère de l'Intérieur et non des colonies. Bon, en réalité, on est dans un statut un peu hybride, un peu à cheval entre les deux, puisque on va pas avoir exactement le même droit et les mêmes situations que sur le territoire métropolitain de l'autre côté de la Méditerranée, notamment pour des questions de gestion avec la présence d'un gouverneur, mais quand même, on est à partir de la Troisième République ici dans une situation qui est pas vraiment celle des autres colonies qu'on a pu étudier dans la partie 1. Alors, autre incidence, autre effet, qu'on a vu, ce sont les transformations. C'est-à-dire que petit à petit, la ville, elle est européanisée. On la transforme en une ville qui ressemble au canon, au standard, à l'idée qu'on se fait de la ville de l'autre côté de la Méditerranée, en métropole. Ça se voit comment ? Ça se voit au travers des photos que vous avez dans votre livre page 101. Vous avez déjà étudié ces photos pour faire l'activité en autonomie. Et vous avez vu finalement qu'il y a ce front de mer. Ce front de mer avec ces grands immeubles. Eh bien, ces grands immeubles, ils ressemblent aux immeubles haussmanniens et aux grandes avenues qu'on retrouve dans la ville de Paris. Notamment, on est dans ces transformations qui se sont opérées au XIXe siècle dans les villes européennes et françaises principalement, qu'on applique ici à la ville d'Alger. On transforme la ville et tout ça se fait au détriment de la ville indigène, entre guillemets, qui était précédemment présente. On va alors une image parlante, on va par exemple construire la cathédrale sur la mosquée de Ketchaoua. Donc on est ici sur la volonté de substituer à la ville ancienne une ville à l'européenne. Voilà, là on a clos notre grand A. On va passer au grand B sur lequel on va passer un petit peu plus de temps. Grand B,
Alger, une ville plurielle. Bon, si on voulait vraiment préciser, ou être un petit peu plus précis, on aurait pu dire qu'Alger, et c'est ce que je vous invite à écrire, on aurait pu écrire qu'Alger, c'est une ville à 2 visages. Mais en fait, il y a plus que 2 visages. Voilà pourquoi j'ai préféré parler d'une ville plurielle. Bon, 2 visages, c'est quoi les 2 visages ? C'est d'abord la ville coloniale et la ville pré-coloniale. Et pour vous plonger dans cette ville à 2 visages, je vous invite à lire la production d'un autre auteur, moins connu que Guy de Maupassant, c'est Pierre Loti, qui a publié en 1884 une nouvelle qui s'appelait Les 3 dames de la Casbah. Alors lui, il l'écrivait avec un K, maintenant on l'écrit avec un C. Donc c'est le document 2 de la fiche que nous allons maintenant lire. La nuit venait, c'était un dimanche de mai, et l'air était chaud. Dans les grandes rues droites, que les chrétiens ont percées, afin qu'Alger devint pareil à leur ville d'Europe, toutes sortes de monde s'agitaient. Des Français, des Arabes, des Juifs, des Italiens. Des Juives, au corsage doré, des Mauresques en voile blanc, des Bédouins en burnous, des Spahis, des Zouaves, des Anglais poitrinaires, portant des casques de liège noués d'une serviette blanche, et toute la foule endimanchée des boutiquiers, qui est la même dans tous les pays, des hommes coiffés d'un cylindre noir, des femmes avec beaucoup de grosses fleurs fausses sur des têtes communes, et puis des chevaux, des voitures, du monde à pied, du monde à cheval, et des bédouins. Chez les marchands, les 1000 petites flammes rouges du gaz s'allumaient, faisant papilloter aux yeux des passants des entassements et des fouillis d'objets. À côté des magasins, à grande glace, où se vendaient des choses venues de Paris, s'ouvraient les cafés morts, où des gens en burnous filmaient tranquillement la chibouque, assis sur des divans en écoutant des histoires d'un autre monde, qu'un conteur noir leur faisait. Et sur tout cela, en août, le ciel était bleu, et sur cette Babel, des alignements de belles maisons régulières jetaient une impression d'un Paris très chaud, qui était étrange. La nuit était venue. Ils prirent au hasard une rue tortueuse qui montait, et une sensation de sombre et d'inattendu tout à coup les saisit. Ils étaient dans la vieille ville arabe, et brusquement, autour d'eux, tout venait de changer. Ces vieux murs, ces vieilles portes bardées de fer, les 2 parois si rapprochées de cette rue, qui resserraient encore par le haut sur leurs têtes, comme pour les presser dans un piège. Ils essayèrent de revenir en arrière, mais on ne sort pas facilement des rues de la Casbah. Alors ils se mirent à errer à la file, dans ce labyrinthe où ils étaient venus se perdre. Les petites rues montaient, descendaient avec des pentes aussi raides que des glissières, avec des échelons ardus, des grimpades de chèvres. Elles se contournaient, se croisaient, s'enchevêtraient, comme dans un cauchemar dont on ne peut sortir. Étroites, étroites, toujours, tellement qu'ils marchaient tous les 6, en se tenant, à la queue leu, par le dos. Souvent elles étaient voûtées, ces petites rues. Alors, il y faisait plus noir que chez le diable. Ou bien de temps en temps on apercevait en haut une trouée claire, un coin de ciel, avec des étoiles. Bon, Pierre Loti nous fait ici une description qui est bien celle de 2 villes. Une ville, et c'est ce qu'on pourrait noter, une ville façonnée par les Européens. Mais à cette ville façonnée par les Européens s'ajoute celle qu'on pourrait appeler Alger la Blanche. La ville traditionnelle, et on mettra traditionnelle entre guillemets parce que la tradition c'est tout le temps inventé, et c'est celle qui était là avant. C'est ça la notion de tradition. La tradition elle n'est pas faite pour être forcément conservée. Bon, mais ville traditionnelle c'est celle qui existait avant, celle qui était la ville, tout simplement, dans laquelle vivaient les Algériens avant qu'ils ne soient colonisés. Et la Casbah, C-A-S-B-A-H, la Casbah, elle constituait le centre historique et commercial de cette ville. Bon, qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Eh bien, et qu'il faut ajouter même, c'est que finalement, et c'est la lecture de Pierre Loti qui en revient aussi sur ce point, la ville qui nous est présentée ici, elle est aussi cosmopolite. On y rencontre
des gens qui viennent de partout. Et là, on revient bien sur le document 1 de la fiche et la composition diversifiée de la population. Bon, ouvrons cette fois notre livre à la page 102 pour nous intéresser au document 8. Une photographie ici qui vous rend un petit aperçu des rues de la Casbah qui tranchent avec les grandes avenues, ces grandes artères haussmanniennes qu'on a transposées à Alger et qu'on a pu voir sur les premières photographies. Ce qui mérite d'être noté donc, c'est qu'il y a la croissance de la ville européenne, elle se fait au détriment de la Casbah, une Casbah dans laquelle les rues sont étroites et slalom entre des habitations serrées. Deux autres photographies nous intéressent, les diapositives 2 et les diapositives 3 nous permettent ici de voir ces transformations qu'on opère à l'intérieur de la ville et qui montrent la diversité, mais pas que. C'est-à-dire que ce qui est construit par les Européens, alors on a la grande poste d'Alger, ici d'abord, et puis la préfecture, la wilaya, sont toutes les deux des photographies qui montrent des bâtiments européens qui sont construits par les Européens, mais qui dénotent d'un style architectural, d'une finition qui ne renvoie pas forcément à l'Europe. C'est empreint d'un certain orientalisme, on pourrait dire, marqué par cette idée de dépaysement de l'autre côté des rives de la Méditerranée, des rives sud de la Méditerranée. Donc on peut noter quoi? On peut noter que les bâtiments européens, des bâtiments européens, sont tout de même empreints d'un dépaysement, entre guillemets. On a l'art néo-mauresque, en fait on s'inspire d'un art ancien, le mauresque, de motifs qui se répètent avec notamment des créneaux et des dessins qui sont d'inspiration orientaliste. On s'intéresse au dernier texte de la fiche que je vous ai distribué, donc au document 3 de la fiche. Et ce document, c'est encore un texte, mais la nuance, c'est que cette fois, c'est pas une production d'un auteur de littérature, il relève d'un travail de scientifique, de sociologues, de Claude Linares et Daniel Lima-Boutin, qui ont écrit à propos de l'émigration italienne de 1830 à 1914, à propos des causes, des conditions et des conséquences socio-économiques. Ils travaillent pour un groupe qui s'appelle la Grande Famille de Procida et Ischia, et ils font des rencontres, et là c'est les rencontres de 2008 et un bout de la publication de ces rencontres. Donc je vous fais ici la lecture de cet extrait. Après avoir choisi son lieu d'arrivée, parce que l'on connaît un tel qui y est, on essaie de se retrouver entre gens de même province, piémontais, sardes ou napolitains, qui utilisent leur dialecte propre, incompris de leurs compatriotes. Les Italiens se regroupent aussi par corporation. Les Sardes se retrouvent à Stora, les Siciliens à Chifalo, les Napolitains de Procida à Mers el Kébib et Alger. Les communautés se replient dans les quartiers bien précis et dont les rues sont balayées par des odeurs de raviolis, pizza et macaronades napolitaines. Ceux qui sont déjà là depuis quelque temps aident les autres à s'installer. Une aide est même fournie à ceux qui n'ont pas encore trouvé de travail à l'arrivée. Ainsi, à Alger, le quartier de la Marine proche du port était italien. Celui de Bab el-Oued, proche des quartiers Jobert, était espagnol. En 1929, après l'effondrement d'un immeuble dans le quartier de la Marine, causant une trentaine de morts, une partie de la population a été relogée à Bab el-Oued, au quartier des Messageries, et l'autre à Mustapha. Ainsi, Bab el-Oued, fief exclusif des Espagnols, prend un nouveau visage avec l'arrivée de ces familles de pêcheurs italiens. Esprit de pionnier. Il existe une différence d'approche du milieu colonial entre d'une part les Italiens et les Espagnols et d'autre part les Alsaciens lorrains, les Parisiens et autres. Les premiers, Italiens et Espagnols, n'attendent du monde colonial qu'un salaire meilleur, leur permettant de manger à leur faim et de nourrir leur famille. Elles se déplacent de chantier en entreprise, de village en quartier de grandes villes où vivent d'autres compatriotes et bénéficient de leur solidarité. Ils sont partis de leur plein gré, poussés par une misère extrême et sont animés d'une volonté farouche de survivre. Cette même volonté de battant, ce sont des pionniers. Au contraire, pour l'autre catégorie, l'administration leur a fait miroiter monts et merveilles. Ils atterrissent dans des lieux, parqués comme des bestiaux, attendent un logement dans des villages, pas encore construits, et réclament la décence qu'on leur avait promise. En un mot, ils sont résignés.
Bon, cette étude ici, elle nous permet de se rendre compte que si d'un côté on a Alger-la-Blanche, qui est l'Alger algérienne, l'Alger ancienne avec la Casbah, et bien de l'autre côté on a l'Alger européenne. Or cette Alger européenne, cette étude nous permet de nous rendre compte qu'elle n'est pas uniforme, qu'elle est plurielle, qu'elle offre elle aussi plusieurs visages. C'est ce qu'on va noter. On va noter que dans Alger, les quartiers, la partie européenne, entre guillemets, elle contient des quartiers dans lesquels on retrouve des nuances. Des quartiers dans lesquels on a principalement des Français, des quartiers dans lesquels on a des Espagnols, des quartiers dans lesquels on a des Italiens. Bref, on retrouve des disparités à toutes les échelles. À l'échelle de la ville et puis ensuite à l'échelle de la partie française, par exemple. Continuons avec notre manuel. On va maintenant s'intéresser au document 6 de la page 102. Ce document 6 de la page 102, que je prends maintenant sous mes yeux, c'est un texte de loi, enfin 2 textes de loi, entre guillemets, qui nous parlent du statut, des statuts indigènes. Alors le premier, il est extrait du Senatus Consult du 14 juillet 1865. Article 1. L'indigène musulman est français. Néanmoins, il continuera à être régi par la loi musulmane. Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. Article 2. L'indigène israélite est français. Néanmoins, il continue à être régi par son statut personnel. Donc, on a ici des situations qui montrent que l'indigène musulman et l'indigène israélite ne sont pas déjà dans les mêmes situations le 14 juillet 1865. Décret du 24 octobre 1870 qui déclare citoyens français les Israélites indigènes de l'Algérie. Les Israélites indigènes des départements de l'Algérie sont déclarés citoyens français. En conséquence, leur statut réel et leur statut personnel seront à compter de la promulgation du présent décret réglé par la loi française. Tous droits acquis jusqu'à ce jour restant inviolables. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du 24 octobre 1870, si vous êtes juif et que vous habitez en Algérie, vous devenez automatiquement français, citoyen français. C'est le décret Crémieux. Troisième article de loi qu'on a ici sur les statuts indigènes, c'est la loi du 18 juin 1880. Article 1. La répression par voie disciplinaire des infractions spéciales à l'indigénat appartient désormais dans les communes mixtes du territoire civil aux administrateurs de ces communes. Le droit de répression par voie disciplinaire n'est concédé aux administrateurs que pour une durée de 7 ans à compter du jour de la promulgation de la présente loi. Quelques infractions fixées en Algérie en annexe: propos contre la France et le gouvernement, retard dans le paiement des impôts, dissimulation de la matière imposable, défaut d'immatriculation des armes à feu, tapage, scandale et autres actes de violence, réunion sans autorisation de plus de 20 personnes à l'occasion de Zerda ou Ziara, pèlerinage et repas publics, ouverture sans autorisation de tout établissement religieux ou d'enseignement. Bon, ces statuts indigènes, ils reviennent d'abord sur 2 choses. D'abord, on l'a vu, il y a le décret Crémieux. C-R-E accent aigu M-I-E-U-X. Le décret Crémieux, il est pris en 1870. Il fait quoi? Le décret Crémieux, il fait que les juifs algériens deviennent automatiquement des citoyens français. Ensuite, les autres Européens, ils vont être naturalisés par le sol en 1889. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a parlé des Espagnols, on a parlé des Italiens. Si par exemple, ou des Maltais, qu'on avait vu dans le tableau, si des Italiens, des Maltais ou des Espagnols sont venus s'installer à Alger, qu'ils ont des enfants, eh bien les enfants qu'ils ont à Alger, comme ils sont nés sur le territoire français, deviennent automatiquement français. C'est le droit du sol, le fameux droit du sol, qui est un droit parfois contesté par des politiciens français aujourd'hui, et il est créé dans le cadre de la colonisation. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet, et ce projet, c'est littéralement tel quel, qu'il est formulé par ces penseurs. Le grand remplacement. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire en sorte qu'à terme, il y ait plus d'Européens qui vivent en Algérie que d'Algériens, que de populations autochtones, indigènes. Et donc,
la volonté de naturaliser les populations, elle, vise cet objectif. Bon, l'objectif n'a pas marché, mais à Alger, entre guillemets, ça a marché dans le sens où il y a eu plus d'Européens que d'Algériens qui habitaient à Alger. Alors attention, parce que le terme d'Algérien, à l'époque, et le terme d'Algérien aujourd'hui, ne veut pas le même dire. Les Algériens, c'est aussi les habitants d'Alger, on pourrait dire, ou de l'Algérie. Et les colons se considèrent comme des habitants de l'Algérie, donc des Algériens. Le mot qui est employé à l'époque pour parler des indigènes qui n'ont pas la citoyenneté française, ça va être celui de musulmans. On va dire que ce sont les musulmans, alors que certains ne sont pas musulmans, enfin directement musulmans. C'est un peu plus compliqué que cela, mais je ne vais pas rentrer davantage dans les détails par peur de vous perdre. Donc, ce qu'on peut remarquer ici, et ce qu'il faut noter, c'est que la population autochtone, entre guillemets, elle n'est pas intégrée. Ils sont considérés comme des indigènes. Et parce qu'ils sont considérés comme des indigènes, ils relèvent d'un statut particulier qui est le statut de l'indigénat. La conséquence première, c'est qu'il y a une inégalité en droit. Les citoyens français et les Français musulmans, c'est le mot qu'on va employer à l'époque, les indigènes musulmans n'ont pas les mêmes droits. Du coup, il y a quoi? Du coup, on peut observer une stigmatisation. C'est-à-dire que certaines populations sont identifiées et vues comme étant différentes. Et elles vont faire l'objet, évidemment, de discrimination. C'est toujours le même processus. À partir du moment où vous êtes stigmatisé, où on vous distingue des autres, et ben vous allez subir des discriminations. On complète avec les documents 9 et 10 de la page 103. On a cette fois un graphique sur la population et l'accès à la propriété terrienne, et puis on a deux tableaux. On a aussi un tableau sur la propriété terrienne européenne en superficie de 1850 à 1920. Le tableau, lui, il allait de 1856 à 1911. Et puis on a un tableau qui revient sur l'école en Algérie, ou l'Algérie à l'école, c'est le titre qui a été donné, et qui nous donne des statistiques de comparaison entre la situation en France, la situation en Algérie, la situation pour les Français et la situation pour les indigènes. Alors, la question que je vous pose à regard de ces documents, c'est quoi les inégalités que vous êtes capable ici de relever? Alors on peut relever quoi? D'abord, quand on s'intéresse à l'accès à la terre, les superficies des Européens ne vont cesser d'augmenter de 1850 à 1920. On était sur 115 000 hectares en 1850. On est passé à 2 980 000 hectares de terres possédées par les Européens en Algérie. C'est-à-dire que la propriété terrienne européenne, elle augmente. Alors que dans le même temps, le nombre de Français dans la population totale, et c'est le graphique qu'il montre, augmente très peu. Donc ça se fait, cet accès à la terre, au détriment de la population algérienne, qui elle va regarder les terres être possédées par des Européens et n'avoir qu'un accès réduit à ces terres. Quand on s'intéresse à l'école maintenant, par l'intermédiaire du deuxième tableau, on se rend compte que le taux de scolarisation en France, qui est aux alentours de 94,9, il est pas le même du tout en Algérie pour la population européenne. Il est un petit peu plus faible. On est à hauteur de 80%. Par contre, quand on s'intéresse à la population indigène, donc aux petits Algériens, entre guillemets, aux autochtones, qui étaient là, qui n'étaient pas là avant la colonisation, puisque certains sont nés sous la colonisation, mais ces enfants ne vont pas avoir le même accès à l'éducation que les enfants des colons européens. On est seulement à 3,8%. Et la photographie qui est là, qui date de 1890, nous montre que les conditions d'études sont spartiates. C'est-à-dire qu'on est très serré, on a peu de place pour écrire. Donc il y a effectivement présenté en métropole les bienfaits de la colonisation avec on leur apporte l'école. Bon, mais on apporte l'école à combien de personnes finalement? Très peu. L'éducation, c'est pour les Européens. Les Algériens, les musulmans, les indigènes, eh bien on va les cantonner à des rôles et à des missions qui ne sont pas intellectuelles. Il y a cette volonté de séparer les gens. Alors les bons métiers entre guillemets pour les Européens, les métiers
de pauvres, entre guillemets, ou de serviteurs pour la population indigène. Qu'est-ce que je vous invite donc à noter ici? Qu'on a deux mondes qui cohabitent finalement à Alger. Mais l'organisation sociale de la ville, elle est faite par les colons. Et le mélange, s'il s'opère entre les populations européennes, qui vont devenir françaises, cette loi de la naturalisation, elle va vraiment user comme un creuset identitaire qui va faire que les enfants d'Espagnols, d'Italiens vont vraiment se considérer comme des Français d'Algérie, des pieds noirs, c'est le mot qui va naître, et représenter cette population particulière, entre guillemets. Alors il y a un film qui illustre un peu ça, mais on fait un bond dans le temps. Ici, évidemment, notez pas cette référence. Enfin, si, notez la référence au film pour la voir peut-être, mais elle n'a pas à voir avec la période qui nous intéresse ici. C'est le coup de Sirocco. Le Sirocco, c'est un film avec Patrick Bruel et puis Roger Hanin, et qui relate cette vie de personne qui grandit en Algérie et qui va être obligé de quitter l'Algérie avec la décolonisation. Ça, c'est une autre histoire dans l'histoire, mais il y a bien cette idée de creuser et d'identité française pour des gens qui ne connaissent pas du tout la France. Nombreuses personnes qui vivent en Algérie ont jamais été, de colons qui vivent en Algérie ont jamais vu la France. Pour eux, leur pays, c'est l'Algérie, entre guillemets. Donc, on a noté ici cette idée que le mélange, il ne s'opère pas, et que le code de l'indigénat, dont on a parlé juste avant, le code de l'indigénat, il est utilisé en tant qu'instrument, l'instrument qui permet la domination des Européens sur les musulmans. Je rappelle que musulmans, ici, c'est une appellation administrative dans le cadre de la colonisation pour parler des indigènes. Alors, on va finir avec deux documents. On va retourner les pages de notre livre. On s'intéresse aux documents 13 et 14 de la page 104-105. Parce qu'évidemment, ces différences, elles vont avoir des conséquences. Alors le document 13, ici, c'est une publication, c'est une revendication qui est extrait du journal El Haq, La Vérité, qui date du 20 août 1893, qui a été écrit par Zeid Bendib, et qui est une revendication identitaire pour des droits, et qui est publié par des personnes qui sont considérées à l'époque comme des indigènes. Je vous en fais lecture. Aujourd'hui, dimanche, les Français et les étrangers naturalisés déposent dans l'urne le nom du candidat de leur choix. Ils s'imposent, avec le droit que leur confère la République, d'élire les personnages qui présideront aux destinées de la France. Le peuple à cette heure est le roi. Le plus pauvre ouvrier, ainsi que le riche, iront triomphalement aux urnes en brandissant leurs cartes d'électeurs pour disposer de la vie de l'Algérie. Pendant ce temps, l'Arabe reste muet. Il voudrait bien donner son opinion, mais il se tait. Il n'en a pas le droit. Pourtant, il a intérêt, autant que les colons, et plus que les étrangers naturalisés, à élire des représentants pour le défendre, et se garantir de la ruine imminente qui menace sa tante. La proposition de monsieur le sénateur Isaac portera, peut-être, bientôt ses fruits. Alors, la métropole remédiera à l'état des choses qui navre ceux qui connaissent notre amour pour notre nouvelle patrie et notre foi en sa grandeur. Ce que ce document nous montre ici, c'est qu'on a des Algériens qui demandent l'égalité de droit avec les Français. C'est-à-dire que finalement, ok, on vit en France, c'est comme ça, mais pourquoi nous on n'a pas les mêmes droits que vous? Et ce que ce texte montre, c'est qu'il y a une revendication. On veut les mêmes droits. On veut l'égalité. Et il y a une référence ici à Pierre Isaac. Alors Pierre Isaac, le petit paratexte vous le dit en dessous, c'est un sénateur de la Guadeloupe qui a voulu modifier l'organisation de l'Algérie avec l'idée de mettre en place un système égalitaire dans la constitution des élections. Bon, plus tard, il y aura des statuts qui seront créés, qui ne seront pas égalitaires. On y reviendra quand on parlera de la décolonisation de l'Algérie en terminale. Donc il y a cette inégalité ici de situation et qui est
dénoncer. Alors, il y a une dénonciation politique ici, de façon pacifique, et puis le document 14 nous montre aussi qu'on a des émeutes à Alger, qu'il y a des affrontements avec des morts. Et ici, dans cette gravure qui date de 1898, de Fortuné Méhol, on a une action anti-juive qui est organisée à Alger. En fait, l'année 1890, elle voit le triomphe des antisémites à Alger et dans toute l'Algérie. Je vous lis le petit paratexte ici en dessous pour que vous puissiez vous y retrouver. Les juifs d'Alger sont plus agressés qu'ailleurs. Au début de janvier, des émeutes d'une rare violence ont lieu à Bab el-Oued et Bab Ezoum. Du 20 au 25 janvier, la rue appartient aux fauteurs de troubles. La police laisse faire et les zouaves n'interviennent que tardivement. Alors oui, replacez-vous dans le contexte de l'antisémitisme qui existe en France et qui n'est pas totalement fini. Ces émeutes, elles ont lieu parce que justement les juifs ont plus de droits que les indigènes. Et cette cohabitation, qui était bien plus heureuse avant la colonisation, va devenir de plus en plus crispée. Alors nous on note quoi ? On note que cette situation, elle génère des tensions et des émeutes violentes. On peut identifier des émeutes violentes qui ont lieu en 1871 et en 1898, par exemple. Et puis on a des revendications, on l'a vu, notamment celle de l'égalité des droits et en premier lieu le droit de vote pour prendre des décisions sur le devenir de l'Algérie. Une aspiration qui est celle des indigènes. Voilà, j'espère vous avoir donné à comprendre la ville d'Alger, à avoir envie d'aller à Alger. Bon, c'est parfois un petit peu tendu, ça l'est moins aujourd'hui que ça avait pu l'être dans les années 90, fort heureusement. Il y a beaucoup de revendications politiques actuellement pour plus de démocratie en Algérie et certains se disent c'est peut-être pas le moment d'y aller, il y a eu le Covid-19, etc. Mais peut-être que quand la situation redeviendra plus calme, je vous invite à vous rendre à Alger, à visiter la Casbah, à connaître, entre guillemets, l'Algérie qui a fait partie de l'histoire de France, entre guillemets, et de l'histoire de l'Algérie tout court. C'est-à-dire qu'il y a ici un pan de notre histoire coloniale à comprendre. Il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est pas bien dans mon propos ici, mais aller en Algérie, c'est refaire l'histoire en marche arrière, entre guillemets, et à comprendre qu'à un long moment, les destins de l'Algérie et de la France ont pu être liés, et voir que Alger, c'est une ville aujourd'hui qui fonctionne, qui marche d'une certaine façon, et qui va faire la synthèse de ces apports étrangers pour composer de façon libre aujourd'hui et indépendante son propre parcours et proposer quelque chose d'autre. Voilà, on a autrefois apporté par la force un modèle, eh bien essayons de voir maintenant qu'Alger est une ville indépendante, que l'Algérie est indépendante, quelle voie et quel apport peut apporter l'Algérie à l'ensemble de l'humanité et des cultures en structure post-coloniale. Bon, je vais peut-être un petit peu loin, en tout cas il fait beau à Alger, il y a du tourisme à faire en Algérie, donc je vous invite un jour peut-être dans votre vie à aller en Algérie. Je vous invite aussi à aller à Madagascar. Et oui, il fallait bien que je casse quelque part ma référence à Madagascar, là voilà. Bon, j'espère que tout se passe bien, que ceux qui veulent aller en cours pourront retourner en cours. Les autres, je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Je fais ma permanence le mardi matin et le jeudi matin de 10h à midi. N'hésitez pas à me contacter. Bon courage à vous et à la semaine prochaine pour attaquer la Première Guerre mondiale. Au revoir.